Tu n'as plus ta place ici, pars. Ces mots, tranchants comme du fer, ont flotté dans l'air froid d'un soir d'hiver à Antibes, dans la maison où j'avais versé tout mon amour et économisé chaque sou. C'était ma belle-fille qui les prononçait, debout dans l'encadrement de la porte, le visage fermé, impassible. Mon fils, à ses côtés, gardait le regard baissé, incapable d'ouvrir la bouche. J'ai senti mes jambes flancher comme une branche morte sous le vent, mais quelque chose au fond de moi venait de s'éveiller. Je suis veuve depuis 10 ans. Mon mari est parti brutalement, emporté par un cancer, me laissant seule à 56 ans avec une maison à gérer et des enfants déjà grands. J'avais consacré ma vie entière à eux, travaillant dans une petite boutique de fleurs près du port, économisant, me privant, pour leur offrir ce que je n'avais jamais eu. Je croyais naïvement qu'en vieillissant, j'aurais droit à un peu de réconfort, à une présence aimante. Mais ce soir-là, j'ai compris que j'étais devenue un fardeau, une intruse dans mon propre foyer. Je me rappelle cette scène comme gravée dans ma chair. Ma belle-fille, élégante, ambitieuse, me regardait avec une froideur calculée. Elle avait préparé ce moment point je le voyais dans ses yeux glacés. Mon fils, mon petit garçon que j'avais porté, nourri, consolé tant de nuits, n'avait pas la force de me défendre. Son silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai ramassé mes affaires, serré mon manteau contre moi et franchi le seuil. Mais à l'intérieur, une certitude a germé. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. J'avais été humiliée, rejetée, mais je ne serais plus jamais la femme docile et invisible que l'on croyait pouvoir effacer. Je marchais dans les rues d'Antibes, le cœur lourd mais étrangement lucide. La vieille ville, ses ruelles pavées, les façades aux volets bleus, les odeurs de mer et de pain chaud, tout me semblait étranger. Je n'avais plus de maison, plus de refuge. Je pensais à toutes ces années passées à construire un foyer solide, à préparer des repas pour la famille, à coudre, sourire malgré la fatigue. Et voilà ma récompense, une porte fermée, une phrase assassine. Je me suis assise au bord de la mer. La Méditerranée, calme et sombre, me renvoyait mon image de solitude glaciale. Pourtant, dans ce vide, une force inconnue a commencé à naître en moi. Oui, j'étais seule, mais je n'étais pas terminée. Je possédais encore des armes que mes enfants n'imaginaient pas. Ma mémoire, mes sacrifices, mes droits et surtout ma dignité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise sur un banc désert, je revoyais chaque étape de ma vie comme un film muet. Le visage de mon mari, les rires de mes enfants, les anniversaires simples, les factures payées au prix de mes privations. Et je me suis juré que cette humiliation ne resterait pas sans réponse. Pas de vengeance violente ni bruyante, mais une justice silencieuse, patiente, implacable. Je savais qu'un jour, ma belle-fille regretterait ces mots, et que mon fils, même derrière son silence, devrait affronter le vide qu'il avait laissé creuser. Quant à moi, je ne serai plus jamais spectatrice de ma propre vie. À vous qui m'écoutez aujourd'hui, je veux dire ceci. Ne sous-estimez jamais la force d'une grand-mère blessée. Sous nos cheveux gris et nos rides se cache une volonté que personne ne peut briser. Et parfois, ce silence que l'on nous reproche peut devenir la réponse la plus éclatante. Si vous avez déjà ressenti l'injustice d'être rejeté par ceux que vous aimiez le plus, partagez-le en commentaire. Votre voix compte, car derrière nos douleurs se cachent des vérités que le monde oublie trop souvent. Je n'ai jamais oublié la première fois que j'ai croisé le regard de mon mari. C'était un après-midi de printemps sur la place Masséna à Nice. J'avais 20 ans, un panier de fleurs au bras, et lui, jeune charpentier, portait des planches sur l'épaule. Nos yeux se sont accrochés comme deux aimants. C'était le début d'une histoire simple, mais solide, faite de travail, de respect et de tendresse. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous partagions tout, et cela suffisait à nous sentir riches. Les premières années de notre mariage à Antibes furent heureuses, malgré la modestie de notre vie. Il travaillait sur les chantiers, moi je m'occupais de la maison et tenais parfois la caisse chez une fleuriste du centre-ville. Nous n'avions pas de voiture, seulement une vieille bicyclette grinçante. Pourtant, nous avions l'impression de conquérir le monde. Le soir, nous nous asseyions sur notre balcon étroit, un verre de vin à la main, et rêvions de la maison que nous construirions un jour. Puis vinrent les enfants. D'abord mon fils, celui qui, plus tard, détournerait les yeux de moi, mais alors était la chair de ma chair, fragile et lumineux comme une promesse. Puis ma fille, un joyau inattendu, qui illumina nos vies de ses éclats de rire, des nuits blanches, des maladies et des couches à laver à la main. Toutes ces fatigues semblaient dérisoires devant leurs petits visages endormis. Mon mari et moi étions épuisés, certes, mais unis dans cette mission de donner le meilleur à nos enfants. Les sacrifices s'accumulaient jour après jour. Je me souviens des hivers où je recousais mon vieux manteau plutôt que d'en acheter un nouveau,
pour que les enfants aient des chaussures chaudes. Je me rappelle avoir décliné des sorties avec mes amis pour économiser sur les fournitures scolaires. Chaque franc mis de côté représentait un pas vers leur avenir. Je croyais fermement que mes enfants finiraient par comprendre la valeur de ces efforts. Quand nous avons enfin pu acheter notre maison, un petit pavillon à Antibes, j'ai cru toucher le ciel. J'y voyais un refuge qui protégerait les générations futures. Mon mari y mit tout son savoir-faire. Chaque planche, chaque clou portait la trace de son travail. J'y voyais déjà mes petits-enfants courir dans le jardin. Cette maison devint le cœur de notre famille, le symbole d'une vie d'effort et d'amour. Les années passèrent, et comme toutes les familles, nous avons connu des épreuves. Mon mari tomba malade. Le cancer ne lui laissa aucun répit. Je restais à son chevet jour et nuit, le nourrissant à la petite cuillère, lui tenant la main lorsqu'il faiblissait. Je me souviens encore de ses yeux, voilés par la douleur, mais toujours pleins de reconnaissance, lorsqu'il me murmura « Promets-moi de veiller sur eux ». J'acquiesçai, la gorge nouée, sans savoir alors le poids immense que cette promesse allait représenter. Après sa mort, je me retrouvai seule, veuve à 56 ans, face à des responsabilités écrasantes. Je ne me suis jamais plainte. Je continuais à travailler à la boutique de fleurs malgré les douleurs qui commençaient à peser sur mon dos et mes mains. Tout ce que je gagnais, je l'investissais dans l'entretien de la maison et le soutien de mes enfants. Quand ils avaient besoin d'argent pour leurs études, je le leur donnais. Quand il fallait payer une caution, je puisais dans mes économies. Je ne comptais pas, je donnais. C'était ma nature, mon rôle, pensais-je, d'aimer sans mesure. Mon fils, en particulier, recevait beaucoup. Il avait ce tempérament hésitant, ce besoin constant d'être rassuré. Je lui offrais toujours ma confiance, même lorsqu'il trébuchait. J'étais fière de le voir se marier, même si dès le début, quelque chose en moi pressentait que cette union m'apporterait plus de blessures que de joie. Ma belle-fille entra dans notre maison avec ses habitudes, ses exigences, ses ambitions. J'ai voulu lui donner sa place. J'ai fermé les yeux sur ses remarques acides, sur ses regards méprisants. Je me suis dit qu'avec le temps, elle finirait par comprendre que je n'étais pas une ennemie, mais une alliée. Mais les années suivantes marquèrent le début de mon effacement. À chaque repas, ma voix semblait se perdre dans le vacarme des conversations. À chaque décision, mon avis devenait secondaire. La maison que j'avais bâtie avec mon mari ne m'appartenait plus que de nom. Et pourtant, je persistais à sourire, à cuisiner, à aider. J'espérais qu'en offrant toujours plus d'amour et de patience, je finirais par être reconnue. Je me trompais. Peu à peu, je suis devenue une ombre et derrière les sourires de façade, je sentais grandir une rancune sourde chez ma belle-fille. Je sentais naître chez elle une envie de m'écarter définitivement. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'un jour, elle trouverait les mots pour m'expulser de ma propre vie. Mais avant cela, il me fallait revivre dans ma mémoire toute cette histoire. Le bonheur simple de mes débuts, les sacrifices consentis, la maison construite et la promesse silencieuse faite à mon mari mourant. Je n'étais pas encore prête à affronter la cruauté qui m'attendait, mais je portais en moi la graine de ce qui, plus tard, deviendrait ma force. Les premiers signes du rejet ne surgirent pas comme une tempête soudaine. Non, ils s'insinuèrent dans ma vie à pas feutrés, comme de petites fissures qui fragilisent peu à peu les murs d'une maison que l'on croit solide. Je me souviens encore de ces repas du dimanche, autrefois joyeux, où ma voix trouvait naturellement sa place. Puis, insensiblement, les conversations commencèrent à m'ignorer. Quand je parlais, mes mots semblaient se perdre dans le brouhaha. Mon fils, absorbé par son téléphone ou par les paroles de sa femme, hochait distraitement la tête. Ma belle-fille, elle, avait cette manière subtile de détourner le regard, comme si ma présence n'était qu'un poids à supporter. Au début, ce furent de petites phrases lancées comme des pics déguisés en plaisanterie. « Tu ne devrais pas te fatiguer à cuisiner. Tes recettes sont un peu démodées », me lança-t-elle un jour en riant devant des invités. Tout le monde resta silencieux, sauf moi. Je souris malgré moi, mais au fond de moi, une petite brûlure s'était installée. Puis vinrent les regards, ses yeux glissant sur moi comme sur un vieux meuble. Ses soupirs discrets quand je proposais mon aide, ses sourires forcés qui trahissaient son impatience. Même mes gestes les plus tendres, comme offrir un gâteau fait maison, semblaient être perçus comme une intrusion. Je la voyais froncer les sourcils dès que je posais un plat sur la table, comme si ma générosité devenait un affront à son autorité. Je m'efforçais de rester discrète. J'avais peur de rompre cet équilibre fragile. Alors j'encaissais. Je me persuadais qu'il valait mieux se taire que de provoquer un conflit. Je pensais naïvement que ma patience finirait par attendrir ma belle-fille, que le temps me donnerait raison. Mais chaque silence accepté ouvrait la voie à une nouvelle humiliation.
Les exigences vinrent aussi, toujours plus pressantes, toujours plus injustes. Tu pourrais garder les enfants cette semaine. Nous avons besoin de souffler, disait-elle sans même demander si j'étais fatiguée. Tu pourrais nous prêter un peu d'argent? Nous devons refaire la cuisine, ajoutait-elle comme si ma retraite modeste était une source inépuisable. Je donnais, encore et encore, parce que je croyais que c'était cela être mère. Un jour pourtant, je pris conscience de mon invisibilité. J'étais là, dans ma propre maison, et personne ne me voyait. On me saluait distraitement, on m'écoutait à moitié, on se servait de moi comme d'un objet utile. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais plus la femme que j'étais. Mes rides ne me faisaient pas peur, mais ce vide dans mes yeux, ce silence imposé, oui, cela me terrifiait. Alors, je me réfugiais dans mes souvenirs. Le rire de mon mari résonnait encore dans certaines pièces comme un écho du passé. Le parfum des fleurs que je faisais sécher dans la cuisine me ramenait à mes années de fleuriste, quand ma vie avait un sens, quand mes gestes étaient utiles. Ces souvenirs étaient mes seules compagnies, les seules preuves que j'avais existé autrement qu'en tant que poids ou fardeau. Mais plus le temps passait, plus la pression se resserrait. Ma belle-fille gagnait en assurance, sûre de sa place, sûre de son pouvoir sur mon fils. Lui ne disait rien. Ses silences étaient des trahisons plus douloureuses que n'importe quelle parole. Je voyais bien qu'il n'osait pas me défendre, qu'il préférait la paix de son couple à la justice envers sa mère. Je choisissais encore de me taire. J'espérais que ce n'était qu'une phase, qu'en continuant d'offrir mon aide et mon amour, je retrouverais ma place. Mais au fond de moi, une voix murmurait déjà « Tu t'effaces et ils ne s'arrêteront pas ». C'était le commencement de ma solitude. Une solitude glaciale, invisible, qui vous ronge chaque jour un peu plus. Puis arriva le jour où les petites humiliations ne suffirent plus. Le rejet cessa d'être diffus, subtil, pour se transformer en une blessure nette, brutale, irréversible. C'était un après-midi de février, gris et lourd, lorsque je réalisai que ma belle-fille n'en était plus à me mépriser en silence. Elle avait préparé mon effacement avec un soin méthodique, dans les moindres détails. Tout commença par une enveloppe posée sur la table du salon, mon nom griffonné dessus. J'avais d'abord cru à une facture oubliée ou à un courrier administratif banal. À l'intérieur, un document officiel brillant et glacé, portant le tampon de la mairie. Je lus une première fois sans vraiment comprendre, puis une deuxième fois, le cœur serré. Il y était question d'une régularisation de propriété, et mon nom n'y figurait pas. La maison, celle que j'avais construite avec mon mari, chaque pierre marquée par notre sueur, n'était plus juridiquement mienne. Mon fils, sous l'influence de son épouse, avait transféré la majorité des droits à leur nom, me laissant seulement l'illusion d'un logement par tolérance. Je manquais de souffle. Je relus ces lignes encore et encore, incapable de comprendre qu'elles me rejetaient de toute une vie. Je m'assis, figé, incapable de bouger. Dans ma tête résonnait la voix de mon mari, me jurant que cette maison serait toujours mon refuge. Et soudain, ce serment se brisait comme du verre sous mes yeux. Les murs autour de moi semblaient se resserrer. Je n'étais plus maîtresse chez moi. Le soir même, je pris mon courage à deux mains et posai des questions. Mon fils baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ma belle-fille, elle, ne chercha pas à se cacher. D'un ton sec, elle m'expliqua que les choses devaient être mises en ordre, que pour simplifier les démarches, il valait mieux que la maison soit entre leurs mains. Puis elle ajouta, avec ce sourire glacial qui me glaçait le sang, « Tu comprends? Tu es âgé maintenant. Tu n'as plus besoin de porter tout ce poids. » Comme si le fait d'avoir vieilli effaçait mon droit d'exister, mon droit de posséder ce qui avait été bâti par mes sacrifices. Je ressentis un vertige, une colère sourde. Mais je n'eus rien à répondre. Le silence était ma seule arme à cet instant. Les jours suivants furent insupportables. Je voyais ma belle-fille circuler dans les pièces comme si elle en était la reine. Elle donnait des ordres, déplaçait des objets, prenait des décisions sans jamais me consulter. Tout en elle respirait la victoire. Mon fils, lui, se taisait encore. Ces silences étaient des trahisons quotidiennes et, chaque fois qu'il détournait le regard, je sentais le lien qui nous unissait se déliter un peu plus. Le pire survint lorsque je découvris qu'ils avaient déjà fait estimer la maison. Par hasard, je trouvai une carte de visite d'agent immobilier sur le buffet. Mes mains tremblaient en tenant ce petit carton anodin qui scellait ma mise à l'écart définitive. Il prévoyait de vendre, de tourner la page de ma vie, comme s'il ne s'agissait que d'un vieux meuble dont on se débarrasse. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je marchais dans le couloir, caressant les murs, posant mes doigts sur les cadres des photos jaunies, respirant le parfum du bois ciré. Chaque pièce me parlait, la cuisine où j'avais préparé tant de repas,
Le salon où mon mari lisait son journal, le jardin où mes enfants avaient joué. Tout cela allait disparaître, emporté par l'ingratitude et l'avidité. Je compris alors qu'il ne s'agissait plus de simple humiliation, mais d'une véritable tentative d'expulsion. On ne me volait pas seulement des murs et un toit. On me volait ma mémoire, ma dignité, ma place dans le monde. C'était un assassinat symbolique. Au petit matin, devant le miroir, je vis mon visage ravagé par les larmes, mais dans mes yeux brillait une lueur nouvelle. Je n'étais pas encore vaincue. Une voix intérieure, étouffée jusqu'alors par des années de silence, me soufflait, « À ces points tu ne seras plus une victime. » Ce fut le moment où tout bascula point et la douleur se mua en une détermination glaciale. Je ne savais pas encore comment, mais je décidai qu'on ne m'aurait pas sans combat. Ils pensaient que l'âge avait émoussé ma force, que je serais docile et soumise. Ils oubliaient que j'avais survécu à bien plus que leur méchanceté. J'avais traversé la pauvreté, affronté la maladie, porté le deuil. Si j'étais encore debout, ce n'était pas pour me laisser dépouiller sans réagir. Je glissai le document dans une boîte, comme on conserve un témoignage précieux pour un procès. Puis j'attrapai un carnet à couverture bleue et j'y inscrivis, d'une écriture tremblante mais déterminée. « Aujourd'hui, je refuse de subir davantage. » Cette phrase devint ma première arme. Je savais que ma lutte ne serait pas bruyante. Elle serait silencieuse, méthodique, patiente. Mais une certitude m'habitait, un jour, ma belle-fille comprendrait son arrogance. Elle découvrirait que la vieille femme qu'elle croyait faible possédait encore des ressources insoupçonnées. Ce soir-là, je m'assis sous l'olivier que mon mari avait planté. Le vent d'hiver faisait bruisser les feuilles et dans ce murmure, je crus percevoir une promesse. Je n'étais pas seule. D'une certaine manière, il était là, à mes côtés, et en pensant à lui, je jurai entre mes dents, « Vous ne me prendrez pas tout. » C'était le début de ma révolte silencieuse. Les nuits suivantes furent longues et oppressantes. Chaque fois que je fermais les yeux, le document revenait dans mon esprit, m'effaçant d'un trait comme si mon existence ne comptait pas. Je me disais que je n'étais pas la première mère trahie par les siens, mais la morsure de l'injustice me gardait éveillée, me rongeait de l'intérieur. Je restais des heures immobile, allongée sur mon lit, le regard fixé au plafond. Le silence de la maison, autrefois réconfortant, pesait maintenant comme un fardeau. Au loin, je percevais les rires de mon fils et de sa femme derrière leurs portes closes. Chaque éclat de voix me rappelait cruellement que j'étais devenue étrangère chez moi. Alors je me mis à réfléchir, à passer ma vie au crible de ma mémoire. Je revoyais ces années de sacrifice. Mes mains abîmées par le travail, mes économies versées pour les études de mon fils, mes nuits blanches passées à veiller sur mes petits-enfants. Tout cela, pourquoi ? Pour être traitée comme une intruse. Pour être reléguée comme un meuble inutile. L'amertume me serrait la gorge. Je priais en silence. Non pas pour que ma belle-fille change, ni pour que mon fils trouve le courage de me défendre. Je priais pour découvrir en moi la force de ne pas sombrer, de ne pas me laisser anéantir. Mes prières montaient dans le silence de la nuit comme un fil fragile de lumière. Seigneur, accorde-moi la patience de ne pas sombrer dans la haine et le courage de rester ferme. Au fil des jours, mes pensées prirent un tournant inattendu. L'envie de tout abandonner me frôlait parfois. Partir, quitter la maison, me contenter d'une petite chambre dans un logement social où personne ne me verrait plus. Mais chaque fois, une flamme renaissait en moi. Pourquoi devrais-je fuir ? Pourquoi laisser emporter ce qui m'appartenait de droit ? Non, il était temps de résister. Je commençai à observer attentivement. J'écoutais chaque mot de ma belle-fille, chaque geste de mon fils, chaque document qui circulait. Puis une nuit, j'ouvris mon vieux carnet bleu et notai avec un soin presque obsessionnel tout ce que j'avais découvert et tout ce que je soupçonnais. Chaque détail prenait place dans un puzzle complexe. Le lendemain, je franchis un pas que je n'aurais jamais cru possible. Je pris rendez-vous en secret avec un notaire du centre-ville d'Antibes. La rencontre fut brève et discrète. Assise face à lui, j'exposai ma situation avec des mots choisis, sans larmes, mais avec une fermeté nouvelle qui me surprenait moi-même. Il m'écouta avec attention et me rassura. La loi était encore de mon côté. Rien n'était perdu, à condition d'agir vite et avec prudence. Je quittai son bureau avec un mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais enfin une arme légale, un soutien extérieur. Je n'étais plus seule face à leur manigance. Sur le chemin du retour, je levai les yeux vers le ciel limpide de la Côte d'Azur et sentis l'air marin insuffler une énergie nouvelle. Pourtant, le doute persistait. Le soir, dans ma chambre, je relisais mes notes. Parfois, une pensée terrible me traversait, et si je n'étais pas assez forte ?
Et si mes enfants me trahissaient malgré tout? Ces instants de faiblesse me faisaient verser des larmes en silence, mais la conviction reprenait toujours le dessus. L'idée de me battre redevenait plus forte que ma peur. Je me surpris à anticiper leur réaction. La colère de ma belle-fille lorsqu'elle découvrirait que je n'étais pas si docile. La gêne de mon fils en réalisant que sa mère, pourtant discrète, avait préparé sa riposte. Je n'éprouvais pas de plaisir à imaginer leur humiliation, mais une satisfaction froide et ferme. Je ne serais plus la victime silencieuse. Dans ces nuits blanches, ponctuées de prières et de doutes, je trouvais ma conviction. Chaque jour aurait désormais un but, chaque geste aurait un sens. Je n'étais plus la vieille femme effacée qu'ils pensaient connaître. J'étais une survivante, une stratège en devenir, et sans qu'ils s'en doutent, j'écrivais les premières lignes de ma vengeance silencieuse. À partir de ce moment, mes journées prirent un nouveau rythme. Là où je laissais auparavant la monotonie guider mes pas, je commençais à planifier. Chaque regard, chaque silence, chaque geste était calculé. Je continuais à paraître effacée à leurs yeux, mais en coulisses, j'avançais mes pions avec méthode. La première étape fut de renforcer mon lien avec le notaire. Je repris rendez-vous pour examiner les papiers plus en détail. Dans ce bureau imprégné de l'odeur du bois ciré et des registres anciens, je lui remis tous les documents trouvés à la maison. Il les parcourut attentivement, fronça les sourcils, puis me lança un regard à la fois sévère et compatissant. « Vous avez raison, madame, dit-il. Votre belle-fille a voulu vous écarter, mais il existe des failles. Et si vous le souhaitez, nous pouvons mettre en place une contre-stratégie. » Le mot contre-stratégie résonna en moi comme une promesse. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que j'avais repris le contrôle de mon destin. Le notaire m'expliqua les démarches à suivre, réorganiser mon testament, sécuriser mes comptes bancaires, clarifier mes droits sur la propriété. Chaque action serait discrète, légale et redoutablement efficace. Je quittai son bureau avec une liste précise en main, telle une générale sortant de la salle de cartes après avoir tracé son plan de bataille. La deuxième étape serait de sécuriser l'argent. J'avais toujours mis de côté un petit pactole, fruit d'économies lentes accumulées au fil des années. Quelques placements modestes, un héritage lointain de mes parents. Rien d'extraordinaire, mais assez pour constituer un matelas que mes enfants ignoraient. J'ouvris un compte bancaire séparé, inaccessible à quiconque. J'y déposai ces fonds comme on met à l'abri une arme précieuse avant l'attaque. Puis vint la maison. Avec l'aide du notaire, je commençai discrètement les démarches pour faire valoir mes droits. Chaque signature, chaque paraphe, était une victoire silencieuse. Je n'en parlais à personne, pas même à mes voisines, craignant qu'un mot s'ébruite jusqu'aux oreilles de ma belle-fille. En parallèle, je me mis à rédiger un nouveau testament. Je le gardais secret, enfermé dans un coffre dont moi seul connaissais l'existence. J'y consignais mes volontés de manière nette et claire. Ni mon fils ni sa femme ne toucheraient un centime de mes biens s'ils persistaient dans leur trahison. À la place, mes économies iraient à une association locale ou à une nièce éloignée qui m'avait toujours témoigné de l'affection. Je pris soin de dissimuler mes intentions. Devant eux, je restais la même, douce, effacée, parfois même soumise. Je laissais ma belle-fille donner des ordres, me traiter avec condescendance. Je hochais la tête, esquissais un sourire vague. Elle ne se doutait pas que derrière ce calme apparent, j'avais déjà commencé à inverser la situation. Il m'arrivait de la contempler en silence, dans la cuisine, lorsqu'elle se vantait de ses projets, et de ressentir une étrange sérénité. Elle croyait contrôler le jeu, mais elle ignorait que la partie m'appartenait déjà. Mon fils, aveuglé par son désir de paix conjugale, se taisait toujours. Sa lâcheté me blessait, mais je transformais désormais cette blessure en force. Son absence de courage me donnait licence pour agir sans scrupule. Chaque soir, je reprenais mon carnet bleu. J'y consignais mes avancées, mes rendez-vous, mes réflexions. Les pages se remplissaient de mots précis, testaments modifiés, comptes ouverts, rendez-vous fixés avec le notaire. C'était mon journal de guerre, mon témoin silencieux. Je veillais à rester calme. Ma vengeance ne devait pas se nourrir de colère brute, mais d'une lucidité froide. Je cultivais donc l'apparence de la vieille femme fragile. Je continuais à préparer quelques repas, arroser les plantes, parler doucement. Ma belle-fille se croyait invincible, mais chaque sourire que je lui adressais masquait mes véritables intentions. Un après-midi, un vieil ami de mon mari, avocat à la retraite vivant à Nice, m'appela. Je pris le train discrètement pour le rencontrer. Dans un petit café près de la promenade des Anglais, je lui exposai ma situation. Il m'écouta longuement, hochant la tête, puis me dit «
vous avez raison de ne pas céder. Le silence est votre meilleure arme, mais il doit être doublé de précision. Protégez-vous, et quand le moment viendra, laissez-les découvrir seuls l'étendue de leur perte. Ces mots me donnèrent une assurance nouvelle. Ce n'était plus seulement une lutte pour protéger mes biens, c'était un combat pour ma dignité. Chaque pas me rapprochait du moment où tout basculerait. Eux ne se doutaient de rien. Ils poursuivaient leur projet, pensant que j'étais déjà effacé, vaincu. Mais je construisais patiemment une citadelle invisible. Je savais que le jour viendrait où ils réaliseraient que leur plan avait échoué. Et ce jour-là, je n'aurais pas besoin de hurler ni de me venger dans la fureur. Je me contenterais de les voir s'effondrer avec le calme de celle qui avait tout prévu. Ainsi, pas à pas, je préparais ma revanche silencieuse, ma renaissance. Le piège que j'avais conçu avec soin se refermait sans bruit. Pendant des semaines, je laissais ma belle-fille et mon fils vivre dans leur illusion de victoire. Ils croyaient que j'étais docile, que tout était verrouillé, que mes jours n'étaient plus qu'une attente passive. Mais en réalité, chaque pièce avait déjà été déplacée sur l'échiquier. Je me souviens parfaitement du jour où la vérité leur éclata. C'était un matin d'avril clair, où la brise marine entrait doucement par les fenêtres entr'ouvertes. Ma belle-fille, toujours fière et arrogante, avait convié un agent immobilier à la maison. Elle parlait fort, guidait l'homme de pièce en pièce, vantant la valeur du bien comme si tout lui appartenait déjà. Je l'entendis dire à cet homme avec ce sourire tranchant que je connaissais trop bien. Tout sera réglé bientôt. Et la vente est pratiquement conclue. Je ne disais rien. Je restais assise dans le salon, les mains croisées sur mes genoux, silencieuse comme une ombre. Au fond de moi pourtant, je savais qu'elle se trompait. Elle n'avait aucun droit réel d'agir ainsi. Quelques jours plus tard, le notaire leur adressa une convocation officielle. Mon fils reçut la lettre et je vis son visage pâlir lorsqu'il la lut à voix haute. Sa femme, d'abord surprise, se reprit vite et me lança un regard plein de dédain. « Encore une de ces comédies, dit-elle. » Ils ne savaient pas encore que le terrain s'était déjà dérobé sous leurs pieds. Le jour de la rencontre, nous nous retrouvâmes dans le bureau feutré du notaire, avec ses grandes bibliothèques et l'odeur des parchemins anciens. Le notaire, sérieux, posa les documents sur la table. Calmement, il expliqua que j'avais fait valoir mes droits, que la maison n'était en aucun cas à vendre sans mon accord, et que de nouvelles dispositions venaient d'être établies concernant mes biens. Ma belle-fille éclata de colère. Ses yeux lançaient des éclairs, ses joues étaient rouges de rage. Elle frappa du poing sur la table. « Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas ce pouvoir, vous ne pouvez pas. » Le notaire resta impassible. Il sortit les documents dûment signés, tamponnés, datés. Chaque feuille constituait une preuve irréfutable. Mon fils baissa la tête. Je lus dans ses yeux un mélange de honte et de peur. Je restais presque immobile, droite sur ma chaise, les mains posées devant moi, le visage impassible. Le silence que j'opposais à leurs cris était plus tranchant qu'une épée. Je les regardais s'agiter, argumenter, presque supplier, mais rien ne changeait la situation. Tout avait été fait dans les règles, et la loi était désormais de mon côté. Leurs voix finirent par s'éteindre. L'arrogance de ma belle-fille céda la place à la panique. Elle me fixait comme si elle découvrait une étrangère, incapable de comprendre comment la vieille femme qu'elle croyait dominer avait pu lui échapper. Mon fils murmura des phrases confuses, tentant d'apaiser la situation, mais ses mots tombaient dans le vide. Moi, je savourais cette justice silencieuse. Pas de cris, pas de gestes spectaculaires, seulement la froide vérité qui s'abattait sur eux comme un coup près. À la sortie, dans la rue ensoleillée, ils restèrent figés un instant, interdits. Ma belle-fille me lança un regard chargé de haine et de dépit. Je soutins son regard sans un mot, et ce silence sembla la briser plus sûrement que n'importe quel cri. Mon fils détourna les yeux, incapable de supporter le poids de ma dignité retrouvée. Je partis seul, marchant sur les pavés, le cœur battant à la fois fort et serein. Je n'avais pas besoin de triompher à voix haute. Le simple fait qu'ils aient perdu leur emprise suffisait. Ce jour-là, j'ai compris que la vengeance la plus éclatante n'avait pas besoin de bruit ni de gestes spectaculaires. Tout cela se déroulait dans un silence implacable, tissé de patience, de règles respectées et de vérités révélées. J'avais misé sur mon effacement. Moi, j'avais misé sur ma résilience, et j'avais gagné. Après cette confrontation chez le notaire, rien ne fut plus jamais comme avant. Le vernis qui recouvrait notre famille se fissura d'un seul coup, laissant apparaître les fractures que j'avais longtemps refusé de voir. Ma belle-fille, autrefois triomphante, errait dans la maison telle une lionne blessée. Elle parlait à voix basse, mais ses colères surgissaient de manière imprévisible, comme des éclairs dans le ciel. Mon fils, lui, s'enfonçait dans un mutisme lourd, pesant,
presque insupportable. Il n'osait plus me regarder, et lorsqu'il le faisait, je lisais dans ses yeux un mélange de honte et de regret qui le rongeait. Mais il n'avait pas le courage de se détacher de sa femme. Peu à peu, les disputes éclatèrent entre eux. Les voix montaient, les reproches fusaient. Dans le salon, dans la cuisine, derrière les portes closes, j'entendais tout. Elle l'accusait de faiblesse pour ne pas avoir su mater sa mère. Il l'accusait de l'avoir poussée trop loin. Chaque mot creusait une déchirure. Ce couple qui pensait m'avoir réduit au silence se détruisait désormais seul. Certains soirs, je m'asseyais dans le jardin, sous l'olivier que j'avais planté avec mon mari défunt. Le parfum des fleurs d'oranger se mêlait à la brise marine, et j'écoutais de loin leurs cris. Une étrange sensation m'envahissait. Ni joie ni tristesse, seulement une lucidité froide. J'étais devenue spectatrice d'un chaos qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Bientôt, les voisins commencèrent à chuchoter. À Antibes, les murs ont des oreilles. Les ragots circulaient au marché, dans les boulangeries, le long de la promenade. Certains venaient me voir discrètement. On dit que votre fils et sa femme se déchirent. Est-ce vrai? Je répondais par un sourire doux et vague, laissant planer le mystère. Je n'avais pas besoin de parler, les rumeurs faisaient le reste. Ma belle-fille, avide d'admiration et de reconnaissance, se retrouva soudain isolée. Les regards autour d'elle changèrent. Là où elle suscitait autrefois l'envie, on la jugeait désormais. Ses amis s'éloignaient, ses parents prenaient de la distance. Elle se retrouvait seule, enfermée dans sa propre colère. Un soir, je la surpris à pleurer dans la cuisine. Lorsqu'elle me vit, elle lança un regard chargé de haine, comme si mes yeux avaient trahi sa faiblesse. Elle claqua la porte sans un mot. Ce fut le moment où je compris enfin qu'elle n'était plus l'ennemi invincible que je craignais. Elle était devenue une femme brisée par ses propres excès. Mon fils, quant à lui, passa ses nuits hors de la maison. Je savais qu'il cherchait à fuir l'atmosphère étouffante, peut-être dans des bars, peut-être ailleurs. Le peu de liens qui nous restaient se dissolvait un peu plus chaque jour. Un soir, il me confia d'une voix éteinte. « Maman, je crois que tout est en train de s'effondrer. » Je le regardais, silencieuse. Mon silence pesait plus lourd que n'importe quel discours. Puis vint un matin où la nouvelle éclata. Ma belle-fille avait quitté la maison, emportant quelques affaires, laissant derrière elle un mari et une réputation ruinée. La maison, jadis pleine de tensions et de bruit, se remplit soudain d'un vide étrange. J'avais anticipé ce départ, je l'avais même prévu. Mais le voir se produire me fit comprendre une chose essentielle. Je n'avais pas seulement repris mes droits, j'avais laissé leurs mensonges et leur avidité les détruire eux-mêmes. Alors, je rassemblai mes affaires. Ce n'était plus mon rôle de rester spectatrice de cette lente désagrégation. Mon moment était arrivé. Je quittais cette maison avec une valise discrète et quelques souvenirs précieux. Derrière moi, je laissais le tumulte, les cris, les rancunes. En franchissant le seuil, je ne ressentais ni amertume ni triomphe, seulement une profonde sensation de liberté. Je restais prisonnier de leurs erreurs et de leurs querelles. Moi, je partais vers autre chose, vers un lieu où je pourrais enfin respirer pleinement. C'est ce jour-là que j'ai compris. Parfois, la justice ne se crie pas. Elle ne s'impose pas avec fracas. Parfois, elle prend simplement la forme du silence et du temps, qui finissent par ronger ceux qui vous ont trahi. Je quittais la ville un matin d'été, alors que le soleil dorait déjà les façades claires et que le marché battait son plein. Ma valise était simple, ma détermination tranquille. La gare, avec ses allées animées et ses voyageurs pressés, m'accueillit comme un passage vers une nouvelle vie. Lorsque le train démarra, je jetai un dernier regard sur la mer étincelante au loin. Je savais que je laissais derrière moi non seulement une maison, mais aussi des chaînes invisibles qui m'avaient retenu trop longtemps. Mon choix s'était porté sur un petit village en Provence, à une trentaine de kilomètres de là. Une maison modeste m'y attendait. Rien de luxueux, mais un lieu paisible, avec une cour ombragée et une vue sur des collines couvertes de vignes et de lavandes. Dès mon arrivée, je ressentis cette étrange impression de renaître. Ici, personne ne me connaissait comme la mère d'eux. Personne n'avait entendu les disputes. Personne ne savait ce que j'avais traversé. J'étais simplement une femme âgée, prête à recommencer. Les premiers jours furent silencieux, presque trop. Mais très vite, je découvris la chaleur discrète des habitants. Le boulanger me salua avec un sourire sincère. La voisine d'en face vint m'apporter un panier de figues. Le facteur, en me livrant une lettre, prit le temps de bavarder quelques minutes. Ces gestes simples, que j'avais oubliés, réchauffaient mon cœur. Je passais mes matinées à marcher sur les sentiers bordés d'oliviers, respirant profondément l'air parfumé de thym et de romarin. Chaque pas me rappelait que j'étais libre.
Libre de ne plus subir les regards méprisants. Libre de ne plus trembler à l'idée d'être rejeté dans ma propre maison. Le soir, je m'installais devant ma petite table en bois avec un carnet. J'y écrivais mes souvenirs, mes douleurs, mais aussi mes espoirs. C'était une manière de déposer le poids que j'avais porté si longtemps. Un jour, au marché, je rencontrai une femme de mon âge, prénommée Claire. Elle avait ce même air digne et fatigué des femmes qui avaient trop donné sans rien recevoir en retour. Nos premiers échanges furent timides, puis la conversation devint naturelle. Elle m'avoua qu'elle avait élevé ses enfants seule après un divorce douloureux, et que malgré tous ses sacrifices, elle avait fini par être mise à l'écart par eux. Nos histoires se reflétaient l'une dans l'autre. Dans ses yeux, je vis un miroir de moi-même et un lien de complicité se noua aussitôt. Avec elle, je redécouvris la simplicité et la joie des conversations sincères. Nous marchions ensemble sur la place du village, partagions un café et rions doucement de nos vies cabossées. Peu à peu, je compris que la solitude que j'avais redoutée ne serait plus jamais un fardeau. Je m'ouvris aussi à la communauté. Je rejoignis une petite association qui venait en aide aux personnes âgées isolées. Moi qui avais tant souffert du rejet, j'apportais désormais mon soutien à d'autres. Je rendais visite à une dame de 90 ans qui ne quittait plus son fauteuil. Je partageais des repas avec un veuf qui n'avait plus de famille. Chaque sourire reçu était un baume. Ce que mes proches m'avaient refusé, je le retrouvais chez des inconnus devenus compagnons. La nature me guérissait. Dans mon jardin, j'avais planté des tomates, des herbes aromatiques. J'y passais des heures à arroser, tailler, parler doucement aux fleurs. Les saisons reprenaient leur cycle et, avec elles, mon cœur se réparait. Bien sûr, certaines nuits, les souvenirs revenaient, cruels et tranchants. Le visage froid de ma belle-fille, les reproches voilés de mon fils. Une douleur sourde comme une cicatrice effleurée. Mais au matin, la lumière dorée sur les collines apaisait tout. J'avais appris à ne plus nourrir ma rancune. Pardonner ? Était-ce nécessaire pour avancer ? La vérité, je n'en ressentais pas le besoin. Pardonner aurait signifié excuser. Je ne voulais pas excuser. Je voulais simplement laisser derrière moi et choisir la paix. Un après-midi, sirotant un thé sur la terrasse, j'entendis les cloches du village sonner. Leurs échos étaient une invitation à la sérénité. J'y fermai les yeux et murmurai à mon mari disparu, « Tu vois, je suis enfin en paix. » C'était ma victoire silencieuse. Reconstruire ma vie loin des trahisons et humiliations, prouver que rien, pas même l'ingratitude de mes enfants, ne pouvait m'empêcher de renaître. Les années passèrent doucement. Les saisons, régulières et apaisantes, rythmaient mon existence. J'avais trouvé une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Je savais que cette paix, je la devais à personne d'autre qu'à moi-même. Mon fils et ma belle-fille suivaient un autre chemin. Leur couple finit par s'effondrer, les rancunes et dettes les séparant. Et elle vivait seule, perdue. Elle avait disparu, partie refaire sa vie ailleurs. Certains soirs, je pensais encore à lui. Mon fils que j'avais porté et nourri. Puis je me rappelais ses yeux, ce jour chez le notaire, plein de honte et de détresse. Et elle aussi avait été prisonnier de ses choix. À ce stade de ma vie, je n'avais plus besoin de réponse. J'avais cessé d'attendre. La vraie libération était là, vivre avec mes cicatrices et les voir comme des marques de survie plutôt que des blessures ouvertes. Un matin de printemps, j'écrivis une lettre. Pas pour l'envoyer, mais à moi-même, à la femme que j'étais jadis, celle qui pleurait en silence. Tu as cru que ton silence était une faiblesse. En réalité, il a été ta plus grande force. Tu as cru que ton âge était un poids. Et elle t'a donné la patience d'attendre ton heure. Tu as cru être seul. En réalité, tu portais une dignité que personne ne pouvait te voler. En relisant ces lignes, je compris que ma vie n'était pas une suite de défaites, mais un chemin vers la vérité. Il n'y a pas de justice plus implacable que le temps et le silence. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, je vis seul, mais jamais isolé. Je partage des repas avec mes voisins, je m'occupe de mes plantes, je ris avec Claire comme deux jeunes filles perdues dans le temps. Je suis devenue cette femme que rien ne peut briser, parce que j'ai choisi de ne plus tendre mes poignets aux chaînes. À celles et ceux qui liront mon histoire, je veux dire, ne croyez jamais que votre douleur est invisible. Même si vos proches ferment les yeux, même si vos sacrifices sont oubliés, sachez qu'un jour viendra où votre dignité parlera pour vous. Le silence peut être une forme de justice, mais cette justice a un prix, le prix de la solitude, de voir certains liens s'éteindre sans jamais se raviver, de comprendre que l'amour inconditionnel d'une mère ou d'une épouse peut être piétiné. Ce prix, je l'ai payé. Mais je ne regrette rien. Au bout du chemin, j'ai retrouvé ce qui m'avait été volé, ma liberté. Il n'y a pas de victoire plus grande que celle-ci.